depuis 50 ans maintenant. Bon, nous faisons régulièrement des conférences. Celle d'aujourd'hui est consacrée à Olivier Babot, qui est professeur des universités à Bordeaux, écrivain aussi. Son premier ouvrage, enfin son avant-dernier ouvrage, pardon, c'était la nouvelle ferme des animaux, nouvelle, dont le titre et le texte sont évidemment tout à fait, comment dire, évocateur, par référence à... Éducateur, oui. Enfin, métaphorique aussi, bien entendu. Inspiré par George Orwell, mais naturellement mis au goût du jour et de l'actualité. L'ouvrage qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le dernier sorti, qui s'appelle L'horreur politique. Peut-être un coup d'œil à Madame Forester, qui avait publié il y a quelques décennies L'horreur économique, mais un coup d'œil qui ne serait pas complice du tout, hein, rassurez-vous. Nous sommes dans un autre univers. Vous connaissez Olivier Babot éventuellement pour l'avoir écouté dans nos 2 dernières émissions de Radio Courtoisie. Sinon, je vous invite à continuer à écouter Radio Courtoisie. Ou au Journal des économistes, prochaine émission, le 21 juin, de midi à 13h30. Voilà qui est fait. Et puis, si on me demande d'annoncer au début, parce qu'à la fin tout le monde part, les prochaines conférences qui vont succéder à celle-ci, c'est le 21 et le 28 juin, des conférences données par M. Gérard Dréan, qui est parmi nous. Et hop, de l'autre côté. Et donc, essayez de noter sur votre calepin que vous serez pris le 21 et le 28 juin. Sur le bitcoin et les monnaies cryptographiques. Donc, je vais laisser la parole à Olivier pour nous présenter son ouvrage. Et puis, souhaiter la bienvenue aussi à Yorick de Montbine, qui a accepté le rôle de médiateur de cette conférence. Merci beaucoup. Bon, je propose de laisser tout de suite la parole à Olivier, qui va nous présenter son livre pendant une demi-heure, et ensuite il y aura à peu près 1 heure de questions-réponses. C'est tout? Voilà. Tu ne veux pas dire plus? Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre invitation, qui me touche beaucoup. Je vois beaucoup de têtes connues ce soir. Je suis ravi de rencontrer d'autres gens. Voilà. On aura l'occasion évidemment de discuter après. Un professeur a 2 défauts. Il a l'habitude des dialogues dans un seul sens. C'est très mal. Et la deuxième chose, c'est qu'il a l'habitude d'un auditoire absolument fixe et obligé d'être là. Ce n'est pas votre cas, puisque vous pouvez partir à tout moment. Vous pouvez voter avec vos pieds, n'hésitez pas. Si c'est ennuyeux, si ce que je vous raconte ne vous plaît pas, vous pouvez sortir. Voilà. Et donc je vais quand même essayer de ne pas être trop long et de favoriser quelque chose qui puisse permettre le dialogue dans un second temps, puisque l'idée de ce livre n'est évidemment pas d'asséner la vérité, mais de créer des débats. J'y suis arrivé un tout petit peu, parce que je suis parvenu un petit peu avec ce livre à recréer un débat dont on va parler justement, qui n'existait pas du tout en France, et j'espère que on va tous ensemble pouvoir participer et continuer à participer à l'animation de ce débat. Je voudrais commencer par 2 petites anecdotes, 2 petites histoires. La première, c'est un titre de BFM TV, ce que l'optimisation fiscale coûte à la France. Alors déjà, évidemment, toujours cette confusion entre optimisation fiscale et fraude fiscale, comme si chercher son intérêt était répréhensible, et comme si on devrait effectivement chercher absolument à maximiser nos impôts. Ce serait effectivement la démarche normale, et donc vouloir minimiser ses impôts, c'est forcément mal, et c'est quasiment assimilable à de la fraude. Mais surtout, un tel titre montre bien toute l'idée qu'en France, l'État, c'est la France. Que la France, c'est l'État. Et que finalement, tous les patrimoines privés ne sont entre vos mains que par une sorte de délégation forcément éphémère de l'État qui consent à un moment donné à vous en laisser. Et d'ailleurs, le terme de cadeau fiscal montre bien que quand on ne vous dérobe pas votre bien, en fait, on vous en fait cadeau, c'est un présent qu'on vous fait. C'est un présent d'ailleurs toujours temporaire, parce qu'évidemment, on ne vous le laisse que pour un certain moment. La deuxième anecdote, elle est plus lointaine, elle remonte à quelques siècles. C'était l'ambassadeur du grand roi Louis XIV qui vient voir le roi de Prusse et qui lui dit
Sire, qu'est-ce que le grand roi peut faire pour vous être agréable? Et le roi de Prusse a cette réponse, paraît-il, historique. Eh bien, monsieur l'ambassadeur, qu'il révoque une seconde fois l'édit de Nantes. Évidemment, vous avez compris que cet édit de Nantes avait enrichi beaucoup de monde en Europe, exactement comme l'expulsion des Juifs à l'époque en Espagne, et que la France, et Louis XIV, qui avait certainement beaucoup de qualités, dont on reparlera, avait eu cette décision absolument absurde d'appauvrissement. Ce génie français de l'appauvrissement au profit de l'Europe, on l'a malheureusement un petit peu toujours aujourd'hui. Ce petit livre est parti d'un étonnement, un étonnement de professeur. J'espère pas un étonnement ennuyeux. En France, quand vous êtes un étudiant en économie, et quand vous rentrez en première année, vous êtes abreuvé, et probablement jusqu'à la fin, vous êtes abreuvé de chapitres divers sur les limites de la décision privée. Alors on vous explique combien, évidemment, le marché est plein d'externalités, de choses qui ne sont pas prises en compte. On vous explique tous les biens publics par le menu, qui font que, évidemment, ça légitime l'importance de l'État. On n'arrête pas de vous expliquer ce qui va légitimer l'État. De la même façon, on vous explique après qu'un décideur, il a son esprit comme nous tous, hein, farci de biais cognitifs, donc il est totalement irrationnel. Il ne saurait pas prendre, par exemple, il est très mauvais pour arriver à prévoir, donc il a des préférences intertemporelles qui sont très mauvaises. Évidemment, il a l'asymétrie d'information, et donc, par exemple, il va falloir le forcer à épargner pour sa retraite, parce qu'il ne sait pas le faire, il ne saura jamais le faire, donc il faut que quelqu'un intervienne pour le forcer. Donc tout ça va justifier l'État. Et à aucun moment, ou quasiment à aucun moment, et pourtant, comme sans doute vous ici, j'ai beaucoup été sur les bancs de l'école et sur les bancs de l'université, donc j'ai vraiment eu le droit à beaucoup de cours dans ma vie, d'ailleurs comme Yorick à ma gauche. Et pourtant, les cours sur les limites de la décision publique, je les compte sur les doigts de la main, à vrai dire, je ne suis pas vraiment sûr d'en avoir suivi à l'époque. Et pourtant, vraiment, j'ai été dans beaucoup d'endroits où l'on étudie. C'est un chapitre que vous ne trouverez quasiment pas dans les études, la limite de la décision publique. En France, c'est un peu le point aveugle de l'enseignement. D'ailleurs, je crois que quand j'avais préparé l'agrégation d'économie à l'ENS, je ne crois pas qu'il y ait eu de chapitre, il faudrait que je regarde mes cours, mais je crois qu'il n'y avait pas de chapitre sur le public choice du tout. Justement, c'est incroyable qu'en France on ait évidemment cette position, puisque la réflexion sur les limites de la décision publique, c'est une réflexion qui existe depuis très longtemps, c'est l'école du choix public. Elle existe en fait depuis Schumpeter, dès 1942, qui a été un des premiers à mettre en cause l'hypothèse de bienveillance de la personne publique, en expliquant que la personne publique avait ses propres objectifs, que ce n'était pas lui faire injure, que de penser qu'elle était un homme et une femme comme un autre. En France, on pense un petit peu implicitement que un dirigeant, quand il est privé, est forcément mauvais, égoïste, ne se levant chaque matin qu'en rêvant de licencier une bonne partie de son personnel. C'est probablement l'obsession, hein, si on écoute les médias, de la plupart des chefs d'entreprise. Mais alors le jour où il devient haut fonctionnaire, à l'issue d'un concours, d'une nomination ou ministre, alors là il deviendrait une sorte de saint laïque, car il ne serait préoccupé que d'intérêt général, n'est-ce pas? On reviendra sur ce terme d'intérêt général. Il ne serait préoccupé que du bien public, d'utiliser au mieux les recettes de l'État pour faire le bien collectif et remédier à toutes ces immenses imperfections, n'est-ce pas, du marché. Heureusement, l'État est là. Et non, malheureusement, l'État, ce sont des gens, l'État n'existe pas, n'est-ce pas? Ce sont des gens comme vous et moi, comme l'entreprise n'existe pas d'ailleurs. Et ces gens comme vous et moi, ils ont leurs défauts, ils ont leurs objectifs, ils ont leurs marottes. Et quand on enseigne, ce qui m'arrive à l'université, la sociologie des organisations, par exemple, on parle d'un jeu typique, du jeu de construction d'empire. Le jeu de construction d'empire, c'est qu'on peut expliquer certaines décisions de chefs d'entreprise, non pas à travers une rationalité économique ou financière, mais à travers uniquement, et moi je l'ai vu quand j'étais consultant à une autre époque de ma vie, uniquement parce qu'on a envie de maximiser son prestige. Donc on a envie d'avoir le plus de monde sous ses ordres possible. C'est un intérêt, je veux dire un drive, comme on dit en Angleterre, pas une pulsion, mais un objectif qui est, on pourrait dire, pas plus absurde qu'un autre, mais qui existe. C'est pas le cas de tout le monde, mais il existe. Et toute l'école du public choice essaye de prendre ça en compte et de développer ça. Il n'existait en France, évidemment Yorick l'a dans sa bibliothèque, mais que des livres qui sont des manuels assez importants, assez épais, très techniques, avec souvent des équations, qui reprennent de façon plus ou moins exhaustive les travaux du public choice, notamment choix public qui a été traduit, sinon ça s'appelle Public Choice Tree, de façon assez bizarre. Et c'est donc pas accessible, pour dire au grand public, au commun des mortels. Et j'ai voulu un petit peu, avec ce livre,
on pourrait dire, rendre accessibles ces spéculations. Et dans un deuxième temps, il ne s'agit pas de faire de publicité ici, hein, vous savez, le seul qui s'enrichit vraiment avec les livres, c'est l'éditeur, donc c'est pas moi. En réalité, j'avais fait dans La Nouvelle Ferme des Animaux une forme fabulée, en expliquant le mécanisme économique, on pourrait dire, de défaillance de l'État, de multiplication de la démagogie, du clientélisme. C'est une forme donc très rapide et fabulée. Il fallait en quelque sorte un manuel d'explication. J'en avais senti, on m'avait fait sentir le besoin, et donc dans la foulée, j'ai écrit pour dire ce manuel où je dis très concrètement à quelle, pour dire théorie économique, à quelles expériences très concrètes cette fable, on pourrait dire, faisait allusion entre les livres. Alors dans le livre, encore une fois, je ne veux pas être trop long pour qu'on puisse discuter, je distingue 9 lois de la, on va dire, déchéance de l'État, de la défaillance de l'État. Je ne vais pas les reprendre, en revanche, je vais peut-être les synthétiser sous 3 formes, on pourrait dire la forme des 3 P, un petit peu comme en marketing, l'État omniprésent, l'État parasite et l'État impuissant. Voilà. Vous verrez, il y a plus ou moins 3 P à chaque fois. Déjà, l'État omniprésent, c'est un fait qui n'est pas seulement français, qui est, on pourrait dire, partagé par toutes les grandes démocraties, que l'État grossit. Voilà. Si on regarde les statistiques, l'État grossit, c'est une loi absolument imparable, enfin quasiment imparable, il y a quelques exceptions. En 1872, les dépenses de l'État français représentaient 11% de la richesse nationale. En 1930, 22%, en 1950, 53%, en 2016, vous le savez, 57%. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. On ne va pas aller trop loin dans le détail, mais la première est probablement philosophique. Vous savez qu'il y a 3 grandes théories du contrat social, hein, Hobbes, évidemment Locke, pardon, et Rousseau. Alors que les 2 premières, on pourrait dire, font une place très importante de la liberté humaine. On ne délègue une partie de sa liberté, on pourrait dire, qu'avec des pincettes et dans le respect, on pourrait dire, strictement nécessaire de ce qui est indispensable. Rousseau a été le premier. C'est pour ça qu'il y a un chapitre qui s'appelle La faute à Rousseau, n'est-ce pas, a été le premier à évoquer l'idée d'intérêt général qui justifierait qu'on empiète sur l'intérêt particulier, et même qu'on aille au-delà de cet intérêt particulier. Et à partir du moment où on va justifier qu'un seul individu, ou que même des petits groupes d'individus, au nom d'une majorité qui est toujours supposée, qui est toujours, on pourrait dire, évoquée, hein. Je crois que c'est Albert Camus qui disait c'est au nom du bien-être commun que tous les tyrans ont agi, hein, quelque chose comme ça, hein, une phrase comme ça. Évidemment, cette ouverture de Rousseau a eu une postérité philosophique terrible, et d'ailleurs vous savez qu'un de nos grands hommes politiques français, historiquement grands, se vantait d'avoir toujours un exemplaire du contrat social sur lui, un petit peu comme Pascal avait, vous savez, sa fameuse lettre écrite dans sa nuit de feu. Alors, ce grand homme politique, c'est Robespierre. Robespierre avait toujours un exemplaire du contrat social, et s'il y a, pour dire l'exemple d'un homme politique, français en l'occurrence, pour qui le collectif, ou l'idée plus exactement du collectif, devait primer sur tous les hommes, y compris au prix de leur suppression, n'est-ce pas, de leur décapitation en l'occurrence, eh bien c'est bien évidemment Robespierre, comme on le sait. Environ 100 000 morts, je crois, sont actifs, quelque chose comme ça, sont les différents décomptes. Première raison, donc elle est philosophique. La deuxième, c'est la fin des contre-pouvoirs que la Révolution a opéré. Contrairement à ce qu'on pense souvent, je ne suis pas un historien spécialiste de l'Ancien Régime, mais l'Ancien Régime était un régime où beaucoup de contre-pouvoirs existaient en réalité. Vous savez que le roi a mis très très longtemps, évidemment toute l'histoire de la Fronde, à pour dire s'autonomiser de la noblesse, mais il avait aussi des contre-pouvoirs sous la forme des parlements. Il ne pouvait pas décider n'importe quoi. Et un des très bons exemples que je vous donnais à la radio la dernière fois, c'était l'exemple de la colonnade du Louvre. Vous connaissez tous évidemment la colonnade du Louvre. Vous savez sans doute que le Louvre a été fait en de très nombreuses parties tout au long de l'histoire de France. Cette cour carrée a été terminée par Louis XIV. La colonnade est un plan qui a été fait sous la direction de Louis XIV. Et il a eu un mal fou à terminer cette colonnade du Louvre. Pour quelle raison? Pas pour une raison de manque d'argent, ça aurait pu être le cas, mais ce n'était pas le cas du tout. Non. Il a eu beaucoup de mal à terminer cette colonnade du Louvre. Et elle a été terminée bien après son installation à Versailles, tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à exproprier les bourgeois de Paris qui avaient leur maison sur le terrain. Et à un moment donné, il paraît qu'il n'y avait que quelques centimètres entre le Louvre et les maisons qui est là aujourd'hui. Rendez-vous compte, Louis XIV, monarque de droit divin,
dont on a l'impression qu'il n'avait qu'à claquer des doigts pour envoyer les gens à Pignerol, ce qui lui arrivait de temps en temps, effectivement, eh bien, il n'arrivait pas à débusquer quelques gentils, aimables bourgeois de Paris. C'était pas des grands nobles, hein. Quelques bourgeois qui avaient leur maison, ils disaient non, pourquoi je partirais, j'ai pas envie. Voilà. Et il a eu beaucoup de mal, il a dû se battre pendant des années. Aujourd'hui, ce ne serait pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, vous connaissez tous les théories de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs, évidemment. Donc, au XVIIIe siècle, tout le monde était conscient de cette nécessité. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, sinon on en abuse toujours. Au moment de la Révolution, on s'est dit, oui, ces belles théories sont très très bonnes pour l'Ancien Régime, quand c'est un monarque illégitime. Mais à partir du moment où c'est le peuple qui a pris le pouvoir, il n'est plus nécessaire qu'il y ait des contre-pouvoirs. À ce moment-là, on a pu permettre à l'État de commencer à créer le droit public, qui a mis un siècle à essayer de se justifier. Dans mon petit livre, je fais une petite histoire de la justification du droit public. On a mis très longtemps à essayer de montrer, d'ailleurs, jamais un étudiant en droit, j'ai fait quelques études de droit aussi, à aucun moment on ne vous explique que c'est une construction intellectuelle qui pourrait être totalement autre. Non, on vous dit que comme si ontologiquement il ne pouvait qu'y avoir un droit public et un droit privé, alors que ça n'est pas vrai, parce qu'il y a des tas de pays où c'est pas le cas. Oui, vous voulez dire ? Donc, historiquement, c'est absolument pas le cas. Donc, l'État a mis très longtemps, on pourrait dire, à augmenter son pouvoir tout au long du XIXe siècle, mais fondamentalement, ça a été planté dès la Révolution. Et cette idée-là de le peuple a pris le pouvoir, c'est plus nécessaire qu'il y ait de contre-pouvoir, elle est aussi présente dans le régime soviétique, par exemple, où un citoyen soviétique n'avait absolument aucun recours. Il y avait un tribunal spécial, effectivement, qui jugeait aussi, on pourrait dire, vous pouvez plus ou moins vous plaindre, mais il jugeait de la conformité de l'application de la loi socialiste. Et à aucun moment, vous n'aviez une capacité de vous retourner contre lui, parce qu'à partir du moment où le soviet, c'est le peuple ne peut pas se juger lui-même, ça n'a aucun sens. De la même façon que l'État a dit, comme l'État c'est la France, c'est l'État c'est la France, on ne peut pas se juger nous-mêmes, donc il nous faut un tribunal spécial qui soit notre tribunal. À nous, c'est le droit public. Et je crois que c'est Flaubert, vous savez, qui était finalement un libéral enragé, qui avait stigmatisé cette vision de l'État comme, dit-il, une espèce de vaste monstre absorbant en lui toute action individuelle, toute personnalité, toute pensée, et qui dirigera tout, fera tout. Évidemment, on pourrait parler du développement de l'État-providence à la fin du XIXe siècle, et des droits-créances qui, en créant des créances de l'État, a créé finalement des obligations de l'État, et quand un État a une obligation envers vous, en fait cette obligation elle se retourne contre vous. Donc ce droit A que vous avez, qui n'est pas ce droit 2, ce droit A il va se retourner contre vous, parce que comme vous avez droit par exemple à la sécurité, on va limiter vos actions pour votre sécurité. C'est donc au nom de votre bien, toujours au nom de votre bien évidemment, qu'on va limiter votre liberté. Tous les auteurs du public choice ont, on pourrait dire, développé des idées autour de cette croissance de l'État. Il y a cette idée que j'appelle du nom du syndrome du baron de Munchausen. Vous connaissez sans doute les aventures du baron. Ce n'est pas le syndrome de Munchausen qui est très différent en médecine, c'est le syndrome du baron de Munchausen. Munchausen est avec son cheval, il est pris dans un sable mouvant. Donc il s'enfonce et il a l'idée, pour s'en tirer, de se tirer par les cheveux. Au bout d'un moment, c'est-à-dire ça marche évidemment, c'est des aventures fabuleuses, et il se tire par les cheveux et ça marche de manière, c'est lui qui essaye avec la goutte de rosée, vous savez, d'aller jusqu'à la lune, je crois, reprenant une idée de Cyrano, du vrai Cyrano. L'administration finit par s'auto-justifier. On observe en sociologie des organisations que toutes les organisations sont comme des êtres vivants, c'est-à-dire qu'elles cherchent à persévérer dans l'être, je crois, comme disait Spinoza. Elles cherchent à continuer à exister, même à se développer, et donc à aucun moment une administration, on pourrait dire, une administration très exactement pourra très facilement survivre à l'objet qu'il a fait créer. Voilà. Vous allez toujours arriver à créer une autre justification pour votre existence. Au bout d'un moment, votre administration n'existe que pour les personnes qui y sont et non plus pour ceux pourquoi elle était faite. Et j'ai assisté à beaucoup de réunions à l'université où il n'était jamais question en 3 heures d'étudiants. L'étudiant n'étant en quelque sorte que la matière première que l'on broie, que l'on malaxe, mais ce n'était pas ça l'important. L'important, c'était les professeurs, son recrutement, le flux. Au bout d'un moment, l'université, en réalité, c'est un professeur qui vous parle et qui adore l'université par ailleurs pour toute la liberté, par exemple celle de venir ce soir d'écrire ce genre de livre qu'elle me donne, mais voilà, qui aime bien châtie bien, l'université au bout d'un moment n'existe que pour les gens qui y sont, et qui y travaillent, et qui ont un job permanent.
C'est évidemment assez commun, et l'État, comme les administrations, comme les organisations privées, est tout à fait commun du fait. La différence, c'est que une entreprise, quand elle n'arrive plus à convaincre son environnement, c'est-à-dire ses clients, de la financer, elle meurt. Donc on pourrait dire qu'il y a un juge de paix qui est terrible. Et ce n'est pas le cas évidemment d'une administration où le décalage entre les recettes et la capacité à lever les moyens de subsistance et votre action est total, parfois total. Donc vous pouvez faire des choses qui n'ont strictement aucune utilité et qui n'apportent strictement rien à personne. Et ça me donne l'occasion de dire que ma critique de l'État n'est pas celle d'un anarchiste, c'est quelqu'un qui reconnaît tout à fait l'utilité, on pourrait dire, d'une forme de système étatique, mais c'est la critique de quelqu'un qui dit que parce que l'État a évidemment, comme disait Max Weber, ce monopole de la violence... Oui, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Ce monopole, c'est bien, chez les libéraux, il y a plusieurs écoles, on accueille tout le monde, parce que l'État, comme vous savez, a ce monopole de la violence légitime, il doit être contrôlé bien plus, 1000 fois plus, 1 million de fois plus, dans son utilité, dans son développement, dans son fonctionnement, que ne l'est l'activité privée qui a, on pourrait dire, ses propres juges de paix. Qui sont le marché. Il y a aussi la fameuse loi de Parkinson qui dit que le travail va avoir tendance, vous savez, le travail est gazeux, en fait, il va occuper l'intégralité du temps, de l'espace qu'on lui donne. Donc, moi, j'ai tout à fait regardé ça, j'ai expérimenté ça quand j'étais stagiaire au commissariat du plan, d'ailleurs qui existe toujours le commissariat du plan, vous savez, les France Stratégie, n'est-ce pas? Donc, à l'époque, voilà... J'étais au service de la modernisation, l'évaluation de la modernisation de l'État. On devait avoir 3 secrétaires. Il y avait deux énarques qui étaient au dernier étage de l'hôtel particulier rue de Martignac. C'était très sympathique, en face d'une jolie église. On était très très bien, mais je ne suis pas sûr qu'on participait beaucoup à la modernisation de l'État. Mais je me souviens, quand on demandait un livre, il fallait faire une demande 15 jours avant. Et puis il y avait des gens dans la bibliothèque qui étaient chargés d'aller vous chercher. Vous ne pouviez pas y aller vous-même, c'était pas possible. Donc voilà, ils vous le rapportaient. Et évidemment, l'usage était, l'intérêt n'était pas immense. Et moi, on m'avait donné une note à faire. Et je crois que j'avais dû mettre 3 mois à la faire, alors que toute objectivité, une bonne journée, il aurait suffi. Mais ça m'a permis de faire mon mémoire de DEA de philo à l'époque. Voilà. L'administration est bonne fille, tout de même. Elle peut permettre ce genre de choses, mais enfin, évidemment, ça ne peut qu'au niveau étatique être particulièrement désagréable, puisque c'est nous, tous qui finançons à travers nos impôts. Un des grands auteurs sur ce sujet, c'est évidemment aussi Niskanen, qui explique que l'administration a tendance à vouloir maximiser son budget. Bon, il y a beaucoup de références qui sont données dans le livre, mais tout ça est devenu, on pourrait dire, common knowledge, comme dirait un anglo-saxon. Les hommes politiques, évidemment, vont prêter la main à ce cercle du toujours plus. Pourquoi ? Pour 2 raisons fondamentales. Un homme politique, il a un grand problème. Il a envie, comme tout le monde, d'être évalué sur son action. Quand vous êtes dans une entreprise, votre action, elle peut être évaluée, mettons, si vous êtes commercial, au nombre de ventes que vous avez réalisées, au chiffre d'affaires de votre entreprise, à son développement, peut-être à son atmosphère, au fait que vous allez arriver à créer les conditions de sa pérennité. Il y a des moyens d'évaluer votre action. Quand vous êtes homme politique, réfléchissons. Vous avez 2 problèmes. Le premier, c'est le décalage temporel. Entre les décisions que vous prenez, par exemple pour la mise en place d'une régulation intelligente, et les conséquences de cette régulation, il peut se développer 30 ans. Nous vivons aujourd'hui les conséquences de ceux qui ont décidé de développer le nucléaire, par exemple. Et on vivrait un prix de l'énergie totalement différent, même s'il devrait sans doute être beaucoup plus élevé qu'il n'est, mais enfin bon, il est maintenu artificiellement bas, comme vous le savez. Mais en tout cas, un jour, on va devoir payer la note. Mais en tout cas, on vit aujourd'hui les conséquences des actions et des décisions qui ont été prises depuis 30 à 40 ans, au moins, voire évidemment beaucoup plus. Ce décalage fait que, évidemment, quand arriveront les conséquences réelles de vos actions dans une politique, la plupart du temps, et même au niveau communal, vous êtes parti depuis bien longtemps. Et donc, on ne pourra pas voir si vous êtes bon ou mauvais. Il est possible que vous soyez bon, mais on ne peut pas le voir. Et le deuxième problème, c'est ce que j'appelle l'ambiguïté causale. C'est-à-dire que, évidemment, par exemple au niveau national, quand vous arrivez et que le chômage baisse, vous avez beau jeu de dire « Regardez, j'arrive et 2 mois plus tard, le chômage baisse », c'est évidemment une pantalonnade. Mais enfin, au bout d'un an, vous dites ça très sérieusement. « Regardez, j'ai fait 3 lois, j'ai bougé 3 curseurs, ici et là, j'ai créé un impôt, j'en ai vaguement baissé un. Et regardez, ça y est, la croissance repart, vous voyez comme mon action est formidable. » Évidemment, vous savez que c'est une bouffonnerie, car la réalité, c'est que l'extrême complexité des facteurs, évidemment extérieurs, totalement indépendants de votre volonté, ça ne veut pas dire que les décisions ne sont pas parfois bonnes, ça veut juste dire qu'il est extrêmement difficile en réalité de faire le lien entre votre action et la réalité de ce que vous avez fait. Donc, on pourrait dire caractère totalement inobservable, asymétrie d'information, on pourrait dire totale, entre l'action de l'homme politique et la réalité et la qualité, on pourrait dire, de ce qu'il a apporté au pays. Du coup, la seule chose que vous pouvez observer,
Ce sont ses déclarations. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il montre sur le moment. D'où l'importance naturelle de la communication. Or, il est beaucoup plus facile, vous savez, un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse, et une forêt que vous empêchez de pousser fait beaucoup moins de bruit qu'un arbre que vous plantez en grande pompe. N'est-ce pas? Et donc, vous avez toujours intérêt à créer des trucs, parce que vous n'allez jamais être évalué, comme d'ailleurs un député. Un député ne va pas être évalué sur le nombre de lois qu'il va supprimer, ou sur les simplifications, ou sur les choses intelligentes qu'il aura pu faire de ce point de vue-là. Il va être évalué sur ce qu'il aura créé. Et donc ce biais terrible fait que vous allez avoir tendance toujours, évidemment, à créer toujours plus et à augmenter la taille de l'État. Là encore, c'est pas dire que nos hommes politiques sont mauvais. Cette idée qu'ils s'en aillent tous pourris est absolument ridicule et nocive. Pourquoi? Parce qu'elle consisterait à dire qu'il suffit d'en mettre des nouveaux pour qu'ils soient meilleurs. C'est une erreur grave et fondamentale, car les nouveaux créeront juste des baronnies nouvelles. Ce qu'il faut changer, c'est évidemment, on pourrait dire, le fonctionnement du système avec des garde-fous, et je donnerai tout à l'heure quelques pistes d'amélioration. Deuxième idée, l'État parasite. Je regarde le temps. Je ne regarde pas mes messages, je regarde le temps. Parce que j'en ai plus de montre. L'État parasite. Vous savez, au sens propre, parasite, celui qui est assis à côté, évidemment, c'est celui qui va profiter directement de vos actions. J'avais fait un petit papier à partir d'un papier de Rothbard qui disait de façon assez frappante que la pensée libérale, vous savez, est très proche en fait de la pensée marxiste sur un point qui est qu'on croit vraiment qu'il y a chez les libéraux, pour dire des exploiteurs et des exploités, des dominants et des dominés. Sauf qu'on ne met pas, on pourrait dire, la domination dans la même chose, puisque chez Marx, c'est toujours le possesseur du capital, et on pourrait dire par extension aujourd'hui le patron, ou celui qui prend l'initiative par rapport à celui qui emploie, qui est d'un côté le dominant, de l'autre côté le dominé, alors que chez les libéraux, on pourrait dire l'opposition, elle est entre le laborieux et le non laborieux, entre celui, comme le dit le grand sociologue Oppenheimer, entre celui qui va réellement travailler et créer, et celui qui va avoir trouvé un moyen de, par un mécanisme de prédation souvent empruntant à la force de l'État, de prendre une partie du labeur de celui qui a travaillé, de celui qui a réellement produit. Et c'est, on pourrait dire, l'histoire de la dérive de l'État, en quelque sorte. Cette prédation, évidemment, ça ne veut pas dire que tous les fonctionnaires sont des prédateurs, pas du tout, mais c'est que l'État peut avoir des comportements prédateurs, évidemment. Max Weber avait déjà vu le risque d'autonomisation de l'appareil d'État à l'intérieur de l'État. D'ailleurs, il fait beaucoup de développement autour de ça. Et on est vraiment au sens propre aujourd'hui, vous le savez sans doute aussi bien que moi, dans une bureaucratie, c'est-à-dire un pouvoir du bureau. Et je vous donne un seul exemple, mais quand on connaît le fonctionnement du mécanisme de l'État de l'intérieur, on le sait parfaitement. L'exemple du choc de simplification en 2013. Pour la première fois, les hommes politiques avaient été assez courageux puisqu'ils avaient décidé, ils avaient réussi à faire passer le principe de silence vaut acceptation. Je crois que c'était au bout de 3 mois. Si l'administration ne répondait pas, ça valait acceptation. C'était une bombe. C'était une bombe. C'était un renversement, on pourrait dire, de la relation administrée face à l'État qui était assez frappant. Et comme très souvent, comme le fait Bercy d'ailleurs, dès qu'il y a, on pourrait dire, une fiscalité qui ne lui plaît pas, à travers des habiles circulaires derrière, ils reprennent le truc. L'administration, ça ne lui plaisait pas du tout, parce que ça lui compliquait beaucoup, sans doute, la tâche. Et ils ont fait tellement d'exceptions qu'aujourd'hui, les exceptions tiennent dans un tableau d'une centaine de pages. On est perdu. Voilà. Donc, je crois qu'il y a 600 exceptions, un truc comme ça. Ce qui fait que le truc est totalement paumant. Et il y a un livre très bon que je vous conseille de lire, ça s'appelle Labyrinthe, compliqué pour mieux régner, de Jacques Bichot, qui est un collègue de Lyon, qui a écrit sur l'idée que la complication, et non pas la complexité elle est naturelle, la complication, elle, est non naturelle, elle est volontaire, elle a été créée par le système, et qu'elle est en grande partie un rideau de fumée entretenu volontairement pour éloigner, pour tenir à distance le citoyen. Qui peut comprendre comment fonctionne la sécurité sociale aujourd'hui? C'est une gageure. Il faut être un spécialiste et consacrer sa vie. Il y a tellement de tuyauterie que ça ressemble réellement, au sens propre, à une usine à gaz ou une centrale nucléaire, au choix. Le grand avantage de ce système, c'est qu'évidemment, il est illisible. Illisible, donc vous ne pouvez pas opposer de chiffres clairs. Vous pouvez vous battre sur des chiffres sur la sécurité sociale pendant des jours. C'est absolument inextricable, et parce que c'est inextricable, vous êtes protégé.
hein, parce que d'abord, vous êtes le seul qui a les clés, vous êtes celui qui est le professionnel pour dire, de la compréhension de ces choses-là. Et puis le grand avantage aussi, c'est que ça vous donne du travail. Hein. Là encore, Niskanen, un fonctionnaire aura intérêt à en avoir 2 autres sous ses ordres pour pouvoir, et ainsi de suite, pour on peut dire, avoir justifié son travail. Et encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont plus méchants qu'un autre, c'est parce que c'est comme ça. C'est comme ça que l'humanité fonctionne. La deuxième, on pourrait dire, le deuxième élément de l'état parasite, c'est le phénomène du clientélisme. J'ai toujours envie de citer une ville qui est dans l'ouest de Paris, que vous connaissez bien évidemment, alors comme c'est on the record, je ne vais pas le dire, je ne sais jamais, mais une ville qui quand même à un moment donné avait 1,5 milliard de dettes. C'est une ville qui doit avoir 80 000 habitants, 1,5 milliard de dettes quand même. Hein. C'est très facile quand d'un côté, et c'est un peu ce que je nomme le paradoxe de la diseuse de Bonaventure. Vous connaissez, c'est un thème qui arrive souvent dans l'histoire de l'art, mais par exemple le Caravage l'a illustré. Hein, vous avez un jeune faquin qui est en train de... Il croit qu'on lui rend un service parce qu'on lui lit dans les lignes de la main, et pendant ce temps-là on est en train de lui soutirer sa bourse. Hein. Et il y a une citation extraordinaire d'ailleurs de la Boétie là-dessus d'ailleurs, sur le fait que l'État, enfin que les citoyens ne se rendent pas compte que ce qu'on leur donne d'une main, on l'a forcément pris d'une autre. Et évidemment, alors, tout l'espoir d'un Français est que toujours on l'a pris dans une autre main. Hein. D'ailleurs, quand on fait des sondages sur les impôts des autres, c'est toujours très drôle combien vous avez une majorité énorme qui est partante pour les impôts des autres. Hein, ce qu'on adore, évidemment. Hein, et évidemment, vous connaissez la phrase de Bastien, l'État est cette grande fiction par laquelle chacun s'efforce de vivre aux dépens de tous les autres. Hein. Et c'est un petit peu cette idée. Est-ce que je cherche cette citation de la Boétie, mais je ne l'ai peut-être pas remise là. Je crois que je l'avais citée à la radio, elle est assez extraordinaire, déjà à l'époque. En tout cas, le grand drame du clientélisme, c'est que ça marche. Il se trouve que j'ai été directeur de campagne d'une campagne municipale, alors on n'en faisait pas précisément, mais j'ai bien vu, je recevais les courriers, et les courriers c'était très clair, c'était j'aimerais un logement social bien distribué avec 5 pièces, lumineux s'il vous plaît, et je vote pour vous. Et c'était aussi brut. Hein, la plupart du temps, c'est un peu plus subtil. Hein, mais en général, fondamentalement, les gens, dans un parti politique, ils viennent pour 3 raisons. D'abord, ils ont vu de la lumière, ils sont contents, il y a une chaleur sociale et c'est sympathique. Hein, donc tant mieux, c'est très sympa. 2, ils cherchent un emploi, et 3, ils cherchent un logement. Il y a 4, ils ont de l'ambition et ils veulent à nouveau, à leur tour, faire la politique. Il y a peut-être un tout petit peu 5, quelques idéalistes aussi. Voilà, comme ça, voilà. Avec ça, j'ai dit, il y en a quelques-uns, absolument. D'ailleurs, le Public Choice prend en compte ce genre de choses. Peut expliquer qu'on ait intérêt à donner son temps sans vraiment avoir en retour. Mais enfin, fondamentalement, le clientélisme, malheureusement, ça marche, les gens sont élus, ils sont réélus, même quand parfois ils sont condamnés. Et ça, c'est un drame énorme. Parce que quand vous êtes un homme politique, en particulier local, les gens qui viennent vous voir en particulier sont de 2 natures. Ce sont soit des mécontents, il est rare que les gens contents viennent vous voir. Hein, c'est un métier terrible. J'admire les maires de communes, ce sont pour le coup des saints laïcs. C'est incroyable parce que pour ce qu'ils sont payés. Hein, vous savez combien on gagne quand on est dans une commune de 50-60 000 habitants? 4 000 € par mois. 4 000 € par mois. Alors, c'est quand même très très peu pour les responsabilités, le travail que ça donne. C'est un travail énorme. Hein. Oui, c'est de plus en plus écrété, tout ça, ça commence à devenir compliqué. Pardon? C'est gendarmes couchés. Ah oui, et les ronds-points. Oui, les ronds-points. Vous avez des petits à côté qui sont... C'était le cas autrefois, ce n'est plus le cas. En tout cas, j'ose l'espérer aujourd'hui. En tout cas, on va discuter après. Mais le troisième élément, c'est l'État impuissant, évidemment. Et c'était le philosophe Marcel Gauchet qui, dans le Malheur français, comprendre le Malheur français, disait que la France avait raté son entrée dans la mondialisation après le choc pétrolier de 1973. Et il imputait cet échec à des élites politiques, économiques et intellectuelles déconnectées du peuple. Alors c'est vrai que ce thème des élites déconnectées, c'est un peu facile, c'est un peu bateau, mais la réalité c'est qu'on a quand même un phénomène d'élites qui sont très très éloignées de la réalité du fonctionnement, ce qui peut expliquer qu'en économie, on pourrait quand même dire que l'État soutient l'économie comme la corde soutient le pendu, très souvent. D'abord du fait de ce qu'on peut appeler ce que j'appelle l'espèce de priapisme fiscal, n'est-ce pas? Alors c'est Erasme dans l'Éloge de la folie qui disait « Les rois inventent chaque jour de nouvelles manières de faire absorber par leur fisc la fortune des citoyens. » Et ça ne date pas d'hier, c'est pas seulement la France évidemment. Et ça fait écho à cette phrase que vous connaissez de Colbert qui dit que tout l'art des impôts c'est de plumer les lois afin d'avoir le maximum de plumes et le minimum de cris
n'est-ce pas? C'est un très très vieux concept. J'ai toujours beaucoup de mal quand je vais dans les médias à expliquer ce concept économique, et parfois expliquer aux étudiants, du triangle d'Aberger. Le triangle d'Aberger, c'est l'idée que quand vous prenez 1 euro dans le secteur privé, dans le secteur marchand, d'autorité, à travers un impôt, vous introduisez un phénomène, on pourrait dire, d'attrition dans le marché. Vous enlevez une partie de la richesse collective. Cet euro que vous avez pris, certes, vous pouvez dire, de toute façon, cet euro, je vais le dépenser, on pourrait dire, à meilleur escient, ailleurs, dans des choses plus solidaires, durables et inclusives. Hein, vous pouvez toujours le dire. Mais, d'ailleurs, on le dit. Mais, la réalité, c'est que économiquement, il y a une perte collective du fait que vous avez brouillé cette relation entre offre et demande. Pardon, j'ai parlé de marché, c'est affreux. J'ai dit un gros mot, il va falloir censurer. Il y a un marché, il y a des marchés, l'État arrive au milieu, il est cette espèce de tierce personne qu'on n'avait pas demandé et qui arrive et qui, à travers son impôt, va introduire une distorsion dans ce marché. Et c'est ce fameux triangle qui est une perte collective. En dehors du fait que, évidemment, l'euro que vous avez pris dans votre poche, on va pouvoir l'utiliser pour des choses totalement inutiles, dont personne n'a rien à faire. Et donc là, pour le coup, c'est une perte de valeur collective. Ce qui rejoint cette fameuse idée, la vitre cassée, du sophisme de Bastia, voilà, casser une vitre pour la remplacer, ça ne crée pas de la richesse. De la même façon, créer des emplois dont personne n'a rien à faire n'a jamais créé ni d'emploi, ni de richesse, ni d'emploi pérenne, ni de richesse. Évidemment, vous savez mieux que moi. La deuxième idée, c'est que l'État est un stratège totalement nul. On parle toujours de l'État stratège. Mais enfin, si on fait le bilan de l'État stratège, alors je crois que c'est la Cour des comptes elle-même, c'est pas, j'ai un magistrat à côté de moi, qui a fait récemment, je crois, un rapport sur l'État actionnaire, c'est assez pathétique quand même. Je crois que c'est Albert Einstein qui disait la folie, c'est de refaire toujours la même chose en s'attendant à un résultat différent. L'État, on continue, nous, on fait les mêmes choses, et on a toujours l'impression que l'État stratège c'est super fort. En fait, évidemment, on a multiplié, je crois que sur Viadeo, la BPI a dû perdre 16 millions en quelques mois, quasiment. Enfin bon, évidemment, on pourrait revenir aux absurdités du plan calcul, au Crédit Lyonnais. Le dossier est immense, vous le connaissez comme moi. Alors, il y a une technique, je crois qu'on ne remarque pas assez, mais qui est une technique très fine de la part de l'État pour arriver à vous plumer tranquillement. C'est celle que j'appellerais du coin fiscal. Vous savez, l'idée du coin, c'est que vous entrez par un tout petit bout, et petit à petit, hop, vous allez enfoncer, vous allez au bout d'un moment faire exploser la bûche. Et bien, le coin fiscal, c'est, on va créer une toute petite taxounette, un impôt tout né. La CSG, 1%, 1,1. On ne le touchera jamais. On ne va jamais toucher à ça, vous savez. C'est un tout petit truc. Vous allez voir, c'est pas douloureux. C'est rien du tout. Et puis, après, tranquillement, d'année en année, n'est-ce pas, de gouvernement en gouvernement, vous l'augmentez. Oh, c'est un exemple d'actualité, n'est-ce pas? La CSG va tranquillement pouvoir augmenter à nouveau dans quelques mois ou quelques semaines. Évidemment, un impôt d'1,1, vous commencez très petit, puis vous augmentez. Voilà. Vieille technique qui marche à tout coup. Que faire? Et après, on discute, n'est-ce pas? À vrai dire, j'avais hésité dans mon bouquin à m'arrêter là. Voilà, les 9 lois, puis je vous laisse dans le désespoir. Et j'aurais pu mettre au début, vous savez, comme au début de l'enfer de Dante, vous qui entrez ici, perdez tout espoir, n'est-ce pas? Mais j'ai trouvé ça un peu négatif, et puis l'éditeur disait quand même, il faut peut-être un truc un peu positif, il faut essayer de laisser les gens, pas qu'ils aillent tout de suite se balancer dans la Seine. Alors, j'ai quand même réfléchi, j'ai quand même des propositions à faire, j'y crois quand même. Il y a 3 choses fondamentales à faire. La première chose, c'est maîtriser le léviathan bureaucratique. Bon. Refaire que la bureaucratie ne devienne qu'une technocratie. Bon. Et il y a une chose fondamentale, et que j'avais notamment défendue dans l'émission Moi Président de France Info, c'est l'abolition des grands corps de l'État. Très très rapidement. Les grands corps de l'État, ce n'est pas les fonctions, qui sont des fonctions de conseil, des fonctions d'audit, des fonctions même de magistrats qui sont en cause. C'est la façon dont on va nommer les gens de ces grands corps. Très très synthétiquement, vous allez nommer entre 20 et 25 ans sur un concours extrêmement scolaire, et c'est pas la rancœur ou l'amertume qui me fait parler. Je n'ai jamais présenté l'ENA, donc jamais raté. Ce que j'aurais sans doute fait, mais je ne l'ai pas présenté, donc pas raté. Donc c'est pas quelqu'un qui a raté ou qui est mal sorti, qui vient dire « Ah là là, non, pas du tout, c'est pas mon problème. Mais je viens de dire en toute objectivité qu'il est totalement absurde de sélectionner à 20 ans, sur un concours extrêmement scolaire, des gens qui toute leur vie vont être dans, on pourrait dire, le groupe totalement fermé, des gens qui auront un accès donc exclusif, encore une fois, au poste de haute fonction publique. Voilà. Cette espèce de fonctionnement en silo est totalement absurde. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire d'abord que vous soyez nul ou pas, vous allez rester et toujours avoir accès
ces postes. Et la deuxième chose, c'est que si par malheur, entre 20 et 25 ans, vous n'avez pas fait le cursus honorum parfait, grand lycée, Sciences Po, ENA, BOT, je veux dire, c'est quand même beaucoup de gens, hein, vous avez fait d'autres choses, vous avez créé une entreprise, vous avez voulu faire d'autres études, vous êtes intéressé à d'autres choses, vous avez une autre vie, eh bien, sauf des toutes petites exceptions qu'on prend souvent comme prétexte, mais la réalité, elle est que ce n'est pas vrai, vous n'aurez jamais accès au poste de haute fonction publique. Ce n'est pas quelqu'un qui a envie d'être préfet qui vous parle, du tout, je suis ravi de ma vie, j'ai absolument pas envie d'être haut fonctionnaire, mais je dis seulement qu'il n'est pas normal qu'on ne puisse pas avoir beaucoup plus de mixité dans nos fonctionnaires. En France, dès qu'on vous parle de ça, on vous dit « Ah, conflit d'intérêts !» En fait, on vous dit « Mais c'est affreux, c'est horrible !» Et au contraire, des gens comme les Insoumis expliqueront qu'il faut encore moins d'allers-retours possibles. Il faut encore plus de murailles de Chine entre le privé et le public. Il faut encore plus que le haut fonctionnaire soit inamovible et qu'il soit impossible de rentrer dans la fonction publique. C'est évidemment catastrophique, évidemment catastrophique. Il faudrait qu'on puisse, à tout âge, je crois que l'Angleterre a eu un programme spécifique là-dessus, d'ailleurs, qui s'appelle Government of All Talents, pour justement faire rentrer dans la fonction publique des gens qui ont eu une autre histoire, et à l'inverse, beaucoup plus pouvoir évaluer aussi les gens qui sont dans la fonction publique pour qu'ils puissent, pourquoi pas, être virés, placardisés, mais ça c'est déjà plus ou moins le cas. C'est en tout cas un système totalement absurde, et il n'y a que l'État pour faire ça. Cette noblesse de, pourrait dire cette noblesse, cette aristocratie de fonctionnaires est évidemment de la haute fonction publique et l'héritière directe de la fonction publique, de l'aristocratie de l'ancien régime. Et je trouve intéressant ce qui se passe politiquement aujourd'hui, mais il y a quand même une grille de lecture de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une prise de pouvoir de l'Inspection générale des finances, hein, avec M. Jouillet, que j'adore et qui est sûrement formidable. Je dis ça parce que je vais être sur YouTube. Mais très concrètement, c'est pas un coup d'État, mais en tout cas, c'est une haute fonction publique qui s'est quand même arrangée pour avoir depuis très longtemps le pouvoir. Et puis maintenant, alors, M. Sarkozy n'était pas issu du Sérail, c'était quand même le cas, c'était pas le cas de Mitterrand non plus. La haute fonction publique est plus que jamais, et vous avez bien noté qu'il n'est absolument pas question de remettre en cause quoi que ce soit du fonctionnement de ce système. Cette noblesse d'État a pris le pouvoir. Maintenant, que fera-t-elle? On le verra. Vous savez, c'est Paulin Ismar qui a fait un livre super qui s'appelle... alors, tiens, comment il s'appelle d'ailleurs? En tout cas, l'idée, c'est que les Grecs avaient vu le problème, justement, de la prise de pouvoir de l'appareil administratif sur les politiques. Et ils avaient résolu le problème très facilement en faisant que les hauts fonctionnaires soient tous des esclaves. Et donc, il y avait une... Non, mais ce livre est formidable, hein, Paulin Ismar. Je sais pas, c'est la démocratie des experts, quelque chose comme ça. Et c'était lumineux, évidemment, ça pouvait se faire à l'époque, c'est plus difficile, évidemment, aujourd'hui. Mais ça réglait le problème parce que vous pouviez être fonctionnaire, mais il y a un moment donné, vous aviez une limite totale à la capacité à rentrer dans le jeu politique. Pour le coup, la muraille de Chine, elle était absolue. Aujourd'hui, évidemment, elle n'existe pas tout à fait. Mais c'était une réponse intéressante. La deuxième réponse, c'est ce que j'appellerais mettre nos élus en mouvement. Et peut-être on y va peut-être un peu plus, mais c'est l'idée qu'il faut absolument qu'il y ait une obligation de mouvement de la part de nos élus, une interdiction de cumul dans le temps. J'y crois vraiment. Au bout de 2-3 mandats, la réalité, c'est que vous utilisez beaucoup plus d'énergie à vous maintenir qu'à faire quoi que ce soit, et vous devenez un peu inemployable. Donc vous êtes de plus en plus obligé de rester parce que vous n'avez pas d'autre vie possible. Et puis en plus, vous vous êtes fait à des tas de choses formidables dans la vie publique. Donc forcément, au bout d'un moment, ce qui était une mission devient une carrière. Et c'est terrible. Et il faut vraiment, au bout d'un moment, être capable de partir. Je vais citer l'exemple que j'admire beaucoup de mon frère, mon petit frère. Il était conseiller général, adjoint au maire, dans une ville de l'Ouest parisien. Tout le monde lui disait, mais regarde, tu vas être député, tu vas être... Une vie de rose et d'ambroisie s'ouvre à toi, n'est-ce pas? Et on lui a proposé une expatriation, en l'occurrence à Cuba, pour une boîte privée. Et il a démissionné de tous ses mandats, il y est allé. Et je trouve ça extraordinaire de montrer en pratique ce qu'il avait dit quand il était candidat avec sa liste, c'était il faut que ça soit une mission et pas une carrière. Et qu'il y a un moment donné, lui il avait fait un mandat peut-être et demi, il y a un moment donné, quand quelque chose d'autre vous appelle, il faut être capable d'aller faire autre chose, laisser place à d'autres gens. Et c'est ça la respiration démocratique. Et il faut pouvoir le permettre et il faut que ça existe. Il y a quand même des députés qui sont en lice pour leur 5e mandat.
leur 5e mandat, et ils sont sûrement très sympathiques. Alors, je termine. Juvénal, comme vous savez, disait « Qui gardera les gardiens ?» Et le problème, quand vous n'avez plus de contre-pouvoir, c'est qu'il n'y a plus personne pour garder les gardiens. Et il faut évidemment aujourd'hui que, c'est peut-être la 3e idée, et on terminera là-dessus, et on va pouvoir discuter ensemble, il faut aussi que nous tous, en tant qu'électeurs, nous poussions ces idées-là et nous ayons le courage et la discipline individuelle, quasiment morale, l'éthique personnelle de l'électeur, d'essayer de ne pas voir notre intérêt particulier, même si évidemment c'est très tentant, essayer de voter pour des vraies réformes. D'autres États l'ont fait. Je veux dire, la Suède, qui était une incarnation du socialisme dans le monde, a eu des résultats extraordinaires et arrive à avoir des excédents structurels et a réussi à faire reculer sa fonction publique. C'est absolument possible. Il y a peut-être aussi d'ailleurs l'utilisation de ce qu'on appelle les civic tech aujourd'hui, qui donnent des nouveaux pouvoirs sur le citoyen pour contrôler l'action du gouvernement. Encore une fois, ce petit livre, qui est très modeste dans sa portée, mais je trouve qu'il est important, c'est de rappeler qu'il faut arrêter de faire de l'État cette espèce d'intouchable, de point noir de la réflexion politique, en quelque sorte, point aveugle de la réflexion politique, aussi bizarre que ça puisse paraître. Il faut qu'on le questionne, il faut qu'il soit surveillé beaucoup plus. Je crois que c'est possible, mais en France, ça va être dur. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va passer à la phase des questions que je vais inaugurer. Alors comme vous l'avez compris, c'est un livre dangereusement ultra néo-turbo-libéral qui est rempli de références sur l'école des choix publics, mais aussi des références libertariennes, même si l'auteur prend soin de bien préciser qu'il ne les partage pas toutes. Alors en fait, en t'entendant, on comprend bien que tu mènes une charge assez radicale contre l'État, en France, mais pas seulement en France. Tu parles bien de la spécificité française, mais à la fin du livre, tu montres que de grands auteurs aux États-Unis sont inquiets de l'évolution de l'État américain. Donc il y a vraiment un phénomène étatique qui existe dans tous les pays du monde développé. Et donc, en lisant le livre, on peut se demander si, au-delà de l'État, il n'y a pas une critique de la démocratie. Alors justement, parmi les auteurs libertariens que tu cites, il y a Hans Hermann Hoppe, qui a une théorie assez originale sur la démocratie et sur la monarchie. Et on peut même se demander si, de son point de vue, la monarchie ne serait pas préférable à la démocratie. Alors est-ce qu'en plus d'être un dangereux ultralibéral, tu ne serais pas un dangereux monarchiste? Alors effectivement, d'ailleurs je cite Hoppe beaucoup, et cette théorie qui est très intéressante, pour la synthétiser, donc si vous n'avez pas lu Hoppe, je crois qu'il n'est pas trop traduit du tout d'ailleurs en français, c'est dommage, il dit finalement, alors dans les deux, on sont un régime mauvais, mais enfin une monarchie c'est une famille, et donc quand vous êtes roi, vous allez pouvoir transmettre votre pouvoir, et donc vous avez un intérêt à long terme. Donc en gros, vous allez tondre le mouton, vous n'allez pas le tuer complètement, parce que vous avez intérêt à ce que la laine repousse pour vos descendants. Et donc en quelque sorte, vous allez être beaucoup plus précautionneux que quand vous avez un mandat dont vous n'allez pas pouvoir, que vous allez devoir rendre au bout d'un moment. Et donc un petit peu comme, vous savez, les gens qui étaient envoyés en province de Rome pour diriger une province, ils devaient faire l'argent le plus vite possible avant de rentrer à Rome. De la même façon, la démocratie, à travers, on pourrait dire, les monarques élus temporaires, eh ben, ils ont tendance à être beaucoup plus nocifs, dit Hoppe. Alors voilà, donc je cite, je trouve la réflexion intéressante, mais je cite aussi beaucoup de fondateurs justement de la démocratie américaine, par exemple George Washington, dont on a des lettres dans lesquelles ils sont très très critiques de la démocratie. D'ailleurs, il faut se souvenir évidemment que la démocratie était très critiquée par Platon, critiquée par Aristote. Platon disait que ça dégénérait toujours en démagogie et puis en tyrannie. Et Washington et les fondateurs de la démocratie disent ils ne croient pas en réalité dans la vraie démocratie, c'est un vrai pouvoir du peuple. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas un pouvoir pour le peuple, ils ne croient pas en un pouvoir du peuple. Ils parlent d'aristocratie des talents. Et je crois vraiment, d'ailleurs il y a eu toute une lutte au moment de la Révolution même française, où pendant un moment l'idée c'était on va enlever le mérite, on pourrait dire la sélection par la naissance, qui est évidemment absurde, et on va lui mettre la sélection par le talent, par le mérite, qui est évidemment beaucoup plus saine. Et c'était au début l'idée, on pourrait dire, l'idée de la démocratie parfaite étant peut-être une forme dégénérée en quelque sorte de cet idéal premier. Je crois que voilà, c'est une question qui peut se poser aujourd'hui dans une
Un monde qui devient de plus en plus complexe, probablement de se demander de plus en plus, aujourd'hui, à quelles conditions on peut avoir un avis éclairé sur la question. La vue positive des choses, et la vue pro-démocrate, c'est de dire qu'il faut que les gens soient beaucoup mieux formés, par exemple en économie, parce que le savoir économie, vous savez, connaissez la petite anecdote, on a mis des cours d'économie en seconde, d'initiation à l'économie. C'était passé de façon bizarrement facile, il paraît, auprès de l'éducation nationale, peut-être parce que ça permettait à beaucoup d'heures de professeurs de rester. Et puis, tout récemment, on a décidé qu'il y avait un chapitre qui n'était pas nécessaire, qui était optionnel, vous savez lequel? C'est le chapitre sur le marché. Voilà, parce qu'offre demande, c'est mal, c'est sale, comme vous savez, c'est égoïste et c'est certainement pas inclusif ni durable, et donc ça devient optionnel. Donc, c'est un peu comme si vous vouliez, je sais pas, enseigner à faire la natation synchronisée sans commencer à apprendre à nager. En fait, Donc on va apprendre l'économie sans parler du marché. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y en a une là-bas. Sur la dernière phrase que vous avez dit, d'un côté, vous dites que le non-renouvellement des mandats, les limitations du nombre de mandats serait intéressante, et de l'autre côté, vous dites qu'un mandat qui est éternel, presque, est plus intéressant. Non, Hoppe dit c'est moins, il dit c'est affreux dans les deux sens, dans les deux cas, mais il dit que c'est moins terrible. C'est moins terrible puisque le roi a quand même intérêt à pas trop tuer son pays s'il veut pouvoir transmettre quelque chose. C'est juste l'argument, mais c'est quasiment une blague. Enfin, moi je le lis comme une blague quand je lis Hoppe sur cette, parce qu'il le répète beaucoup. Moi je le lis un peu comme une blague, mais je trouve ça drôle. Parce que la limitation des mandats, c'est justement de ne pas avoir des politiques qui sont compétents et avoir une administration qui sera au pouvoir réellement. Vous voulez dire, oui, ah oui, vous avez tout à fait raison, c'est l'argument principal. C'est le risque principal. D'ailleurs, on va peut-être le voir aujourd'hui, dans quelques semaines, avec l'arrivée de tas de gens qui arrivent un peu en politique, qui ne connaissent pas les rouages dont on sait qu'ils sont précisément très compliqués volontairement. J'ai une vraie inquiétude sur le sujet. Oui, je me dis vraiment que nos pauvres futurs députés vont probablement se laisser mener par le bout du nez, d'autant plus que dans un même temps, on veut, ce qui est un peu justifiable, limiter drastiquement le nombre de membres de cabinet. Il faut savoir que les membres de cabinet, ils sont si nombreux parce qu'il faut arriver à monter le rodéo de l'administration, des administrations centrales, qui essaient évidemment de résister et de renacler au désir du ministre. Donc si vous avez très très peu de gens dans le cabinet, en réalité, ça veut dire que c'est l'administration qui va diriger. Théoriquement, les systèmes des dépouilles, n'est-ce pas, du spoil system, qui devrait plus ou moins être aujourd'hui, qui a plus ou moins été... C'est pas le spoil system, là. Le spoil system, Si. c'est de prendre des gens de l'extérieur et de les mettre à l'intérieur. Alors c'est l'idée en tout cas d'évaluer, de changer... Les fonctionnaires entre eux, ils vont changer les chaises musicales. Alors c'est un spoil system à la française, c'est-à-dire qu'on choisit les gens dans une même promo de l'ENA et on prend le rang d'après. Il y avait une question là, je crois. Ouais. Monsieur, vous avez une question? Oui, enfin, plusieurs choses. Bon, la France, tous les autres pays ont vu l'État croître, si l'on met en parenthèse le Canada et la Suède. La France, sans doute plus que les autres, ça fait partie des exceptions. Je voudrais revenir sur deux petites choses. La première concerne la conception de l'économie. Ça va au-delà de l'enseignement, c'est bien connu. En 68, quand le SMIC augmentait de quelques 30%, le CNPF à l'époque s'est inquiété de la méconnaissance de l'économie par les Français et a introduit l'idée d'enseigner l'économie dans le secondaire, sans se poser pendant une minute la question de savoir qui allait l'enseigner. Donc naturellement, les résultats ont été là. L'autre chose, c'est que le libéralisme, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a. Je me souviens d'un politicien très connu, puisqu'il a été Premier ministre, quelqu'un du Poitou-Charentes, qui expliquait un jour à l'Institut de l'entreprise: je suis libéral, la preuve, j'aide les entreprises dans ma circonscription. Voilà, donc je crois qu'il y a effectivement, faut le faire. Et tout ça conduit à des situations où, si on prend la fiscalité du capital en France, le revenu, l'IR, plus la CSG, plus l'ISF, on arrive à des situations 130, 140% de revenu qui part. C'est complètement aberrant. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez parlé de l'achat de voix au niveau municipal, local, certes. Et un certain nombre de travaux dans le temps, non pas d'un point de vue tendanciel ou structurel comme dans votre livre, mais d'un point de vue cyclique, les histoires de cycles, de partisans,
Absolument, ces oui. choses-là, où là on faisait de l'achat de voix à la veille des élections, mais globalement. Je crois que Hollande a mis 12 milliards au cours des 6 derniers mois. De ce point de vue-là, mais je ne sais pas si ça marche encore, ces théories-là. Absolument. Est-ce que c'est efficace du point de vue de celui qui les met? Je ne suis pas sûr. Ah, est-ce que c'est efficace? Économétriquement, ça marche autrement. Moi, j'ai l'impression que ça marche. En tout cas, effectivement, c'est un des résultats les plus robustes, je crois, du public choice, qui est qu'en effet, la veille d'élection, on va dépenser beaucoup plus, on va faire beaucoup plus de choses. Et ce cycle électoral est vraiment observable partout. Et évidemment, spécialement en France, je crois que la fin du quinquennat l'a pas mal illustré. Maintenant, il y a des tas d'autres choses qui rentrent en ligne de compte dans une élection. Donc après, est-ce que ça va vous permettre de gagner? Ce qui est vrai, c'est que c'est tenté. Voilà. Je veux dire, on l'observe. Et d'ailleurs, là encore, il faut voir, il faut connaître les maires. Ils savent très bien, ils ne sont pas stupides. Par exemple, quand ils vont devoir faire des travaux compliqués, qui vont désorganiser leur ville, ils essayent de faire ça en tout début de mandat, pour que ça soit fini rapidement, pour que ça soit oublié depuis longtemps à la fin du mandat. Voilà, ça procède de la même idée un petit peu, effectivement. Le dernier petit point c'est véritablement une question, compte tenu de la composition de l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui, après les élections, on va voir. Ah bah dans 15 jours, il y a un nombre énorme de fonctionnaires, si les types ratent, ils peuvent retourner là où ils étaient avant. Comment avoir une majorité qui vote pour son propre suicide? Je sais pas. Ça sera même difficile pour baisser le nombre de parlementaires. Ouais. Ça va être très très compliqué, oui. Je ne sais même pas comment ils vont faire peut-être avec le 49.3, mais ça pose vraiment une bonne question sur pourquoi on a si peu de gens du privé. Est-ce que, par exemple, on a parlé de statut, il y a un congé électoral qui existe dans les entreprises, on le sait peu par exemple, mais en réalité c'est très difficile parce que quand vous partez d'une activité privée, vous savez très très bien que le marché ne vous attend pas, que les choses évoluent, ça restera malheureusement très difficile. Je trouve que ça peut être intéressant d'entrer en politique assez tard par exemple. Donc vraiment aller contre le jeunisme en réalité. Quand vous avez, pas forcément fortune faite, mais carrière faite, vous pouvez aller utiliser votre expérience en politique et là, vous avez peut-être plus de temps. Moi j'ai passé quelques années, pas beaucoup, quelques années, au premier étage d'un immeuble de 18 rue de Martignac. J'étais jeune à l'époque. Il y avait un couloir avec des bureaux de chaque côté. Vous n'aviez pas un bureau où il n'y avait pas un type qui était maire adjoint, conseiller municipal, futur candidat à ceci ou à cela. Moi, j'aurais demandé à mon chef, je vais dire, quand j'étais dans le privé jusqu'à il y a 6 mois, président, je me mets à mi-temps pour faire ma campagne, ils m'ont renvoyé balader vite fait. C'est une déformation du système. Il n'y a que les fonctionnaires qui peuvent se permettre d'avoir le temps de faire campagne, de donner du temps, d'y aller. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur, vous aviez une question? Oui, je l'ai oublié, mais en fait, est-ce que vous ne pensez pas que nous sommes dans un blocage total à partir du moment où les hauts fonctionnaires qui étaient là pour servir l'État et les Français vont émerger et il n'y a plus de... Justement, ils sont à la fois au pouvoir administratif, en même temps au Parlement, et quand on vous écoute, on a l'impression qu'il n'y a qu'une révolution qui peut changer le système. Il n'y a jamais d'audit, il n'y a jamais de remise en question des systèmes administratifs. Si on prend l'exemple de l'agriculture, autrefois il y avait les douanes dans les côtés de Bordeaux, maintenant il y a au moins 5-6 étages qui font tous la même chose, ils sont tous débordés, mais ils ne servent à rien. Et ça, donc moi je suis très pessimiste sur l'avenir même de la démocratie, parce que je ne vois pas comment elle peut se réformer. Et aux États-Unis, ce que j'entends, Trump nous surprend tous, mais c'est aussi une volonté peut-être de retrouver une certaine liberté. Et ceux qui étaient contre Nixon reviennent aujourd'hui, c'est toujours le Washington Post qui critique toujours Trump et les autres. On voit que cette bureaucratie américaine, elle existe aussi. Et moi, je ne suis pas très optimiste sur l'avenir et sur la démocratie ou non, ce qu'on n'a pas à la fin d'une histoire. Moi, je ne veux pas du tout diaboliser la haute fonction publique. Je connais beaucoup de hauts fonctionnaires. Certains sont même mes amis. Ce sont des gens très très compétents, très capables, très intelligents. On y trouve des libéraux formidables d'ailleurs. Ils se cachent souvent, mais on trouve les meilleurs libéraux souvent. Sont fonctionnaires, aussi bizarre que ça puisse paraître. Évidemment, ça va être difficile de faire la révolution de l'intérieur pour eux, mais ils sont assez conscients des choses. Je ne suis pas tellement plus optimiste que vous, mais je pense qu'il y a des choses très simples, c'est même pas l'objet d'une loi, qui pourraient permettre justement
ça d'évoluer, la haute fonction publique de s'ouvrir. Évidemment, à partir du moment où c'est elle qui, pour l'instant, est totalement au pouvoir, ça risque pas tellement d'arriver. Je me méfie aussi des soubresauts démagogiques aussi derrière. C'est-à-dire que moi, le pouvoir au peuple, ça me fait toujours très très peur. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de pire que la foule. Donc, quelque sorte, voilà, on est sous une férule d'une caste nobiliaire. Elle est quand même relativement, elle est ouverte d'une génération à l'autre, même s'il y a quand même un effet héréditaire qui est important, mais elle est quand même relativement plus ouverte qu'elle pouvait l'être sous l'Ancien Régime, donc on a fait un petit gain. Et on ne peut pas totalement exclure le fait que quelques réformes puissent être faites. Alors on a d'autres questions, je propose qu'on en prenne 3 d'un coup. Un Mathieu, madame et monsieur. Oui, votre analyse est excellente. Vous nous laissez complètement dans le désespoir avec vos 2 solutions qui sont quand même un peu marginales et vous ne parlez pas de solutions qui mériteraient d'être davantage exposées. Il y en a même une que vous écartez complètement, c'est la démocratie directe. Pourtant, l'exemple de la Suisse montre que ça marche bien. Ça marche bien parce qu'il y a une concurrence aux représentants du peuple. La concurrence, c'est le peuple lui-même qui peut s'exprimer. Même avec l'initiative populaire, il peut s'exprimer. Et donc, ils sont beaucoup plus prudents dans leurs décisions, ils font beaucoup moins de dépenses, ça c'est prouvé que la démocratie directe empêche les dépenses publiques. Et donc je crois que c'est dommage que vous l'écartiez. Et puis alors, la solution fondamentale, c'est quand même la baisse de la dépense publique. Vous avez cité la Suède. La Suède a baissé de 13% de son PIB ses dépenses publiques en 5 ans. Et il y a une dizaine de pays qui l'ont fait, donc qui ont réussi à baisser leurs dépenses publiques et qui s'en sont sortis grâce à ça. Je crois qu'on ne peut pas écarter cette solution complètement, mais pour y arriver, il faut baisser les effectifs de fonctionnaires. C'est inévitable. Regardez ce qu'a fait Cameron en Bretagne. Il a baissé de 500 000 le nombre de fonctionnaires pendant ces 5 premières années, et en même temps, si vous me permettez cette expression, en même temps, il y a eu 1 500 000 emplois créés dans le public. Donc le taux de chômage a baissé. Excusez-moi. Donc le taux de chômage a baissé. Alors je crois que la façon d'y arriver, pour la France, ça serait carrément, comme l'a fait Margaret Thatcher à l'époque, comme l'ont fait d'autres pays, même des pays qui ne sont pas du tout libéraux, comme l'Algérie, comme la Belgique, ou le Québec, le gel des embauches de fonctionnaires. Ça, c'est fondamental. Si on veut vraiment baisser le nombre de fonctionnaires, il faut faire un gel des embauches. Voilà ce que je voudrais dire. Et ça n'est pas du tout dans votre livre, malheureusement. Merci. On va prendre une deuxième question, madame, et ensuite monsieur. C'était aussi la question sur laquelle je voudrais insister. Chaque citoyen, à tous les niveaux, local, départemental, même national et international, a le droit de s'exprimer. Il y a une trentaine d'années, le Conseil de l'Europe a invité ses pays membres à s'inspirer de ce système le plus avancé depuis l'ancienne Grèce. Et malheureusement, il n'y a pas réussi, même en France, il y a eu quelques tentatives sans résultat. Effectivement, et les Suisses ont voté contre les minarets des mosquées et même contre l'entrée de la Suisse dans l'Union européenne. Donc c'est un grand pouvoir et peut-être quelquefois on n'était pas content du résultat. Ou alors au contraire on s'est dit voilà, ils ont bien voté dans le sens qu'il aurait fallu voter. Voilà. Merci madame. Monsieur. Oui, moi j'ai trouvé votre exposé extrêmement intéressant et je vous remercie, je trouvais une grande clarté. Je veux dire quand même que je partage un peu la déception d'un certain nombre de personnes dans la salle. Je me réfère à un interview que vous avez donné dans Le Monde le 11 avril 2017 et on vous pose la question, faut-il imposer la démocratie directe et le référendum pour exploser le système? Et vous répondez, certainement pas. Les fantasmes de la démocratie directe achoperont toujours sur un point essentiel dans nos sociétés complexes, la compétence. Alors, moi je dois dire que je suis assez surpris, parce que la compétence, elle va se trouver où? Vous avez parlé de l'aristocratie des talents. En France, les talents se résument aux premiers de classe qui sortent entre 19 et 22 ans de 4 grandes écoles. Quand on voit l'état du pays, et je parle en tant que Suisse, quand on voit l'état du pays, je me dis que cette aristocratie des talents, elle a failli. Elle a failli. Donc je pense que vous devez vous résoudre à admettre que le peuple, la population, les citoyens ne sont pas forcément nécessairement ontologiquement crétins,
Et que si on leur confie plus de responsabilités, je pense que tout comme les Suisses, tout comme les Allemands, ils arriveront à un certain niveau de compétence qui aujourd'hui leur est dénié parce qu'ils sont considérés, parce que mauvais élèves à l'école, comme des crétins. C'est le coin dans votre démonstration qu'il faudrait enfoncer, c'est faire confiance à une population qui est infantilisée et qui aujourd'hui, et demain ce sera pire, refuse désormais d'être gouvernée de manière verticale. Je pense que c'est terminé. Les réseaux sociaux ont mis un terme à ça. Tout citoyen français s'estime avoir la compétence de quelqu'un qui le gouverne, et il s'estime avoir d'autant plus la compétence de la personne qui le gouverne que cette personne a failli. Je veux dire, espérons que la nouvelle équipe qui a été désignée s'en sorte mieux que les précédentes. Et les précédentes, c'est des catastrophes. Si vous lisez la presse allemande, si vous lisez la presse autrichienne, et non pas ce que disent les chancelleries, le bilan porté sur la France, sur les élites françaises, est calamiteux. Calamiteux. Ces gens-là ont failli, ils sont incompétents. Monsieur François Garçon, oui. Alors, merci de ces trois questions. Il vient de s'exprimer, a écrit un livre, il a fait une conférence ici d'ailleurs, La Suisse, pays le plus heureux du monde, dans lequel il fait une brillante défense et démonstration de la qualité des référendums en Suisse. Voilà. Ça n'est plus le pays le plus heureux du monde, c'est désormais le Norvège. D'accord. C'est moins froid. C'est moins froid en Suisse. Déjà, je partage votre admiration pour la Suisse. Ma femme est suisse et donc mes enfants aussi. Et c'est un pays formidable. Voilà, donc on est d'accord, on est absolument d'accord. Moi, je le deviendrai peut-être un jour. Alors, il se trouve que je parle aussi, quand même dans le livre, justement, de moderniser les technologies démocratiques. Bon, donc j'ai parlé des fintech, justement, de la nécessité de sortir d'une technologie, un système démocratique où tous les 6 ans, vous allez, sous la forme de quelque chose de très binaire, oui-non, dire que vous êtes pour quelqu'un et donc pas pour les autres. Hein, ce qui veut dire que vous donnez un blanc-seing à quelqu'un pour toute son action, comme si, parce que vous avez voté pour lui, il était forcément bon absolument, alors qu'en réalité, souvent, vous votez, vous le savez, par élimination, plutôt parce que vous n'avez pas du tout envie de l'autre et vous votez pour quelqu'un. C'est évidemment catastrophique. Il y a des tas de moyens de plus en plus, grâce à la technologie, de pouvoir s'exprimer en permanence. Je crois qu'il faut les développer, et ce qu'on appelle les civic tech le permettent, et c'est formidable. Je suis quand même très 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 sceptique sur la capacité d'un pays comme la France à entrer dans une démocratie directe, en particulier parce que le fantasme de démocratie directe, souvent en réalité, ça devient, sous couvert du peuple, des minorités actives. Des minorités actives qui disent au nom du peuple, d'ailleurs on voit très bien quand on met en ligne, quand on fait une consultation en ligne, comme ça s'est fait de temps en temps avec le numérique, etc. En réalité, il n'y a que les lobbies qui vont aller s'exprimer, il n'y a que les gens, c'est toujours les minorités, hein, c'est la fameuse théorie de Moscovici, hein, Moscovici père, n'est-ce pas ? Le sociologue, sur les minorités actives et le fait que ce sont elles qui font l'histoire et qui arrivent à imposer leur volonté à la majorité. Malheureusement, la majorité, le fait est qu'elle est plutôt apathique et c'est très difficile de la bouger. Mais pourtant, je crois à la formation, je crois justement au fait qu'on peut former les gens et qu'évidemment, ils ne sont absolument pas à prendre comme des mineurs. Et effectivement, s'il y a quelqu'un qui est persuadé comme moi que tout individu a vocation à être libre et responsable et donc pouvoir s'exprimer et décider de son sort, c'est tout à fait moi. Sur l'idée de la verticalité, de la faillite de nos élites, on est tout à fait d'accord. Ça ne veut pas dire notre aristocratie des talents est mauvaise. Ça ne veut pas dire que l'idée d'aristocratie des talents n'est pas justement... Je crois que dans le monde tel qu'il est, il faut être tout à fait lucide. À un moment donné, il faut qu'il y ait un représentant. Parce que, d'abord, on ne peut pas se réunir comme les Grecs dans l'Ecclésia à 5000. C'est pas possible. Même pas en France, même pas vraiment dans une région. On est trop nombreux. Et ensuite, parce que les problèmes nécessitent qu'on s'y intéresse, qu'on comprenne. Et moi, à la Fondation Concorde, souvent, on fait des rapports sur des sujets parfois un peu complexes. On est amené à en discuter avec les parlementaires. C'est difficile déjà l'expliquer à un parlementaire quand on arrive à l'avoir pendant plusieurs heures. Alors arriver à l'expliquer de façon générale à des gens dans un sujet qui sont parfois un petit peu difficiles, où il y a beaucoup d'influence, où il y a beaucoup parfois de fausses idées, c'est très très difficile. Et je crois vraiment que la démocratie achoppera toujours là-dessus, malheureusement. Mais ce n'est pas antithétique d'une éducation du peuple, etc. On a d'autres questions.
Oui, c'est pas très... On a 3 questions dans le fond, Gérard Dréan et 2 derrière. Donc Gérard. Merci de me faire commenter. Je voudrais ajouter à votre charge, si j'ose dire, contre la démocratie directe, en faisant remarquer qu'il y a un domaine qui est vital pour nous, qui est l'économie, dans lequel personne ne connaît rien. Autrement dit, même les premiers de la classe des 4 plus grandes écoles françaises, comme dit tout à l'heure, n'y comprennent rien. Et je pense que si on faisait en ce moment un référendum sur des orientations économiques fondamentales pour le pays, on obtiendrait une majorité écrasante pour des mesures qui nous mèneraient à la ruine en quelques mois. Donc, c'est navrant, mais c'est comme ça. Et je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que sur ce plan de la formation économique, je ne parle pas du tout de ce qu'on apprend à l'université, mais la base, vraiment, sur le marché, est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire quelque chose et qu'il y a quoi? Merci. On va prendre les deux suivantes en même temps. Je voulais poser la même question que M. Mathieu, c'était sur effectivement le système suisse de votation. Moi je pense que ce que monsieur a dit, c'est très juste. Au fond, il y a une dimension que vous sous-estimez, où vous vous occupez totalement dans une votation ou un référendum, qui font cruellement défaut en France. Moi ça fait 40 ans ou 50 ans que je vis en France, je n'en ai pas eu beaucoup des référendums. Il y a une dimension pédagogique, une dimension de réflexion, d'explication. Et donc, quand vous pouvez poser une question très compliquée, ça permettra à un tas d'intervenants dans les médias et ailleurs de s'exprimer, d'éduquer la population, de faire réfléchir, et à chacun de réfléchir pour lui-même. Et vous serez très surpris de voir l'intelligence qui peut se dégager justement d'un référendum. Et encore une fois, le caractère pédagogique de ce genre de consultation est extrêmement positif. Parce que ça remue, ça laboure en profondeur des gens qui malheureusement ont été tenus dans la culture grâce à l'éducation nationale. Voilà mon avis. Merci. J'ai une question courte et une remarque courte. Ma question concerne, on parlait de la baisse du nombre de fonctionnaires dans plusieurs pays. Est-ce que les impôts ont baissé dans ces pays? Parce que finalement, c'est un peu quand même la question finale. Et deuxièmement, c'est une remarque courte, l'exposé de votre exposé était vraiment passionnant. Néanmoins, l'État français était beaucoup moins prégnant, et la plupart des États modernes beaucoup moins prégnants encore en 1910. Alors même que la logique s'était enclenchée avant, si j'en crois l'exposé. Et vous ne parlez pas de la libération des sources de financement, qui a été absolument essentielle, c'est-à-dire la capacité de créer énormément de monnaie pour monter des contrats publics, pour verser des allocations, etc. Ça, c'est vraiment une donnée essentielle du XXe siècle. Qu'elle se fasse directement ou par des intermédiaires privés comme aujourd'hui, quelques banques en situation de monopole, mais la libération des sources de financement a été quelque chose d'absolument essentiel. Voilà. Et simplement, oui, ma question, est-ce que les impôts ont baissé en Grande-Bretagne et en Suède par rapport aux exemples qui ont été donnés Alors pour répondre tout de suite, à ma connaissance, oui. En Nouvelle-Zélande, au Canada, en général, ça va quand même avec. Pour répondre à ces questions très intéressantes, la première chose, c'est effectivement la formation. Je crois qu'on a tous un rôle à jouer, parce qu'on fait tous de la pédagogie auprès de nos amis, nos familles, nos connaissances, et le fait qu'on puisse se rencontrer pour évoquer ce genre d'idées et débattre ce genre de choses, même si malheureusement on n'est pas très nombreux, je pense que c'est important, et je pense, voilà, on essaye de faire feu de tout bois, faire flèche de tout bois pour faire de la pédagogie sur l'économie. Il ne faut pas oublier qu'aux dernières élections présidentielles, un jeune de moins de 25 ans sur 3 a voté France Insoumise, et 1 sur 5 a voté FN. Faites la somme des deux. Aujourd'hui, quand vous avez moins de 25 ans, vous êtes capable sans aucun problème pour voter pour des programmes totalement délirants. Je veux dire, il faut quand même le dire. Économiquement, totalement délirants. Les médias sont sans doute très coupables parce qu'ils ne sont pas capables de challenger quelqu'un qui vient vous raconter n'importe quoi. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on donne la parole à... L'économie, il y a des débats, mais il y a des moments où on ne peut pas dire n'importe quoi. Je pense. Voilà. Les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Attendez, très rapidement. Sur la dépense publique, vous prêchez un converti. D'ailleurs, à la Concorde, on n'arrête pas de le dire. On passe notre temps à dire qu'il faut réduire la dépense publique. Sauf que le livre a été écrit 1000 fois. Il faut baisser la dépense publique. Et moi, je me dis, je ne vais pas réécrire. Il faut baisser la dépense publique. Tout le monde le sait. Et à la limite, ce serait la conséquence des solutions que j'ai voulu suggérer, en fait. Voilà. Mais évidemment, si on gère mieux l'État, l'État est moins présent. Il s'occupe moins de notre vie. Donc, il y a moins d'État.
il faut faire plus de référendums, c'est sûr. Le problème, c'est qu'un référendum devient toujours un plébiscite. Mais je suis d'accord, il faudrait faire plus de référendums, c'est un super rôle, évidemment, de discussion. Et la dernière chose, c'est la manipulation de la monnaie. Malheureusement, c'est pas récent, hein, c'est pas le XXe siècle, hein, c'est toute l'histoire des États, hein, quasiment depuis toujours. Hein. Louis XIV a manipulé, Louis XV avec John Law, ils ont tous, Philippe le Bel naturellement. Enfin, jouer avec le monopole de la monnaie pour arriver à financer ses dépenses, c'est malheureusement l'histoire la plus vieille du monde des États. Mario Draghi, aujourd'hui. Voilà. Et pourtant, la Banque centrale est indépendante. Qu'est-ce que ce serait? On a encore 3 questions. Ouais. On a 3 questions. Jacques, Fergan et monsieur. Jacques. Oui, s'il vous plaît, il y a une hypothèse que vous n'envisagez pas, c'est celle de l'expérimentation. C'est par exemple ce que propose Philippe Nemo en disant, bon, on a le monopole public de l'école, mais qu'on ait la possibilité de pouvoir expérimenter autre chose. Et ça serait pareil dans le domaine social. Au moins, les gens pourraient avoir une comparaison qui serait solide, et à ce moment-là, les gens seraient mieux informés et prendraient en connaissance de cause des décisions bien meilleures. Ah, là-dessus, tout de suite un truc. L'État n'aime pas, il est en monopole, il n'aime pas la concurrence. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça fait apparaître sa nullité à côté. Et vous savez, il y a le fameux modèle d'Hirschman. Hirschman dit que pour arriver à changer une organisation, il faut qu'il y ait deux choses qui soient simultanées. Qu'on puisse à la fois se plaindre et sortir, c'est-à-dire voter avec ses pieds. Si vous pouvez juste vous plaindre et pas sortir, ben on dit plains-toi toujours, je m'en fiche, on est en monopole. Si vous pouvez ne pas vous plaindre mais juste sortir, à ce moment-là, l'administration, les gens s'en vont, c'est l'exil fiscal, hein, mais vous ne changez rien, de toute façon, vous ne pouvez pas vous plaindre, ça ne sert à rien. Il faut avoir les deux choses. Et malheureusement, dans beaucoup d'endroits, vous n'avez pas les deux. Vous ne pouvez pas à la fois vous plaindre et sortir. C'est pour ça que c'est très compliqué, évidemment, à changer, de faire jouer le monopole, mais là encore, sur Philippe Nemo, que j'ai eu comme professeur, le SCP en plus, évidemment, que je vénère, dont ma parole est trop rare, n'est-ce pas, évidemment a écrit des livres fondamentaux sur l'école et sur le scandale absolu de l'éducation, dont on sait très bien, vous savez parfaitement que l'école privée est limitée volontairement à 20% du budget, alors qu'évidemment elle aurait les moyens d'exploser, mais elle humilierait l'école publique. Ce serait une humiliation. Si demain vous libéralisiez l'école publique serait complètement laminée et elle ne peut pas l'accepter. Voilà, donc c'est une forme de... Et c'est probablement une des choses qu'il faut faire. Oui, bonsoir. C'était pour partager une interrogation sur la démocratie, notamment en Suisse. Je voulais prendre un exemple, justement, parce que vous avez questionné la pertinence de discours du Conseil. Il faut démocratiser l'institution pour plus de discipline. En 2013, je crois, les Suisses ont été amenés à voter sur l'opportunité d'élire ou non le Conseil fédéral au suffrage universel direct. Donc le Conseil fédéral, c'est l'exécutif. Et les partisans, des opposants à la réforme, ont dit non, c'est une très mauvaise idée, parce que si on le fait, on va renforcer le prestige de l'État central et on va donc affaiblir du coup le fédéralisme suisse, la subsidiarité et donc la discipline intergouvernementale qui naît de ce fédéralisme et de cette subsidiarité-là. Et c'est un petit peu la même histoire avec, par exemple, l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Malgré tous les efforts de démocratisation de l'Union Européenne, ça n'a pas empêché les Britanniques de claquer la porte, de dire Bruxelles c'est trop loin, c'est nul et on s'en va. La question que je pose, c'est plutôt que parler de démocratie, est-ce que finalement la clé pour responsabiliser les institutions, ce ne serait pas la décentralisation la plus radicale qui pourrait donc être mise en place, voire dans certains cas la sécession contre une institution absolument irréformable, comme c'est le cas de l'Union Européenne pour les Britanniques. Merci. Deuxième question. Moi j'ai une question qui rejoint un tout petit peu la précédente, mais qui est différente. Quel rôle attribuez-vous dans l'incapacité qu'a la France à se réformer au fait que précisément c'est le suffrage universel direct qui élit l'homme le plus puissant du pays autour duquel tout s'aligne par la suite, détruisant ainsi tout rôle des institutions intermédiaires et notamment des partis politiques qui doivent théoriquement jouer un rôle, je dirais, de réflexion programmatique et d'explication, voire de formation des citoyens. On voit bien dans ce qui se passe depuis 1974, c'est qu'en fait, c'est un énarque qui devient président de la République et il est investi de la totalité du pouvoir en ayant été élu sur un programme extraordinairement démagogique, la plupart du temps. Il suffit de voir
ce qu'a été la dernière élection présidentielle. Et comme par hasard en Europe, nous sommes le seul pays où il y a une élection au suffrage universel direct du dirigeant exécutif principal, et nous sommes le seul pays qui est incapable de se réformer. Ok. Sur la première question, alors on en prend une troisième alors tout de suite ou non, après sur la première question, là encore tu prêches un convaincu sur le principe de subsidiarité. C'est un principe européen qui théoriquement est au cœur de l'Europe. En réalité, il est très très mal employé, y compris au cœur de l'Europe. Et pour l'État, enfin, en France, c'est en tant que principe démocratique de fonctionnement, c'est le principe évidemment libéral fondamental, laisser au bon niveau la décision. Et si, pour des raisons tout à fait identifiées et claires, un niveau de décision est pas le bon, à ce moment-là, il faut passer au suivant. Mais il ne faut centraliser, on pourrait dire, que vraiment d'une main tremblante, hein, pour paraphraser Montesquieu. Donc tu prêches un converti. Sur l'absence de contre-pouvoir et sur la Ve République, évidemment, une monarchie élective. Alors le grand paradoxe, c'est que si on n'élisait pas une majorité comme le souhaite le président, il ne pourrait rien faire en fait. Il a beau être constitutionnellement très très puissant, s'il n'a pas de majorité, tout ce qu'il peut faire c'est redissoudre et dissoudre. Donc au bout d'un moment, il ne se passera rien. Donc notre président n'aura de pouvoir que parce qu'on va lui donner une majorité, donc on en est quand même responsable au bout d'un moment. Une des critiques qu'on peut faire, c'est sur le rôle du Parlement, qui sans doute est, on l'a dit, le Parlement Godillot, effectivement, pour des raisons d'appartenance au parti, etc., ce sera peut-être moins le cas, mais en tout cas, on a un Parlement qui pourrait beaucoup plus jouer son rôle théorique, qui n'est pas seulement celui de faire des lois, c'est celui d'évaluer, de critiquer le rôle du gouvernement. Et là encore, c'est un problème de... Excuse-moi, il y a une contradiction, parce que aux États-Unis, on a un président qui est omniprésent, mais il ne peut pas dissoudre la Chambre. Oui. Alors que dans notre Constitution, la Chambre peut être dissoute parce qu'on avait des exagérations sur la 4e République, mais on n'avait pas au départ un président élu au suffrage universel. À partir du moment où un président élu au suffrage universel, il faut aller plus loin ou revenir en arrière. On ne peut pas rester dans cette zone de turbulence où le président, tout est mal de lui, et il n'a plus de contre-pouvoir, effectivement. Ou alors soit il supprime le Premier ministre et il n'y a plus de droit de dissoudre la Chambre et on aura un pouvoir équilibré avec un droit de veto. Mais la situation actuelle est la pire qui puisse exister. Et puis puisque j'ai la parole, vous n'avez pas évoqué la responsabilité qui pourrait aussi être un contrepoids vis-à-vis des ministres ou vis-à-vis d'erreurs politiques ou d'erreurs administratives. Elle n'existe pas en France. Et il y a un dernier point, c'est que vous avez parlé de la monnaie. Moi j'ai le pressentiment que peut-être notre siècle, le 21e siècle, ne sera pas le siècle de l'inflation comme l'a été le 20e. Ce qui pourrait changer de toutes choses. Et nos dettes, il faudra vraiment les payer. J'en ai peur. On voit bien Mario Draghi, je le crains. L'inflation, il n'y arrive pas. Et d'ailleurs, l'idée qu'il faut rembourser la dette, c'est une idée qui se débat beaucoup. Vous avez beaucoup de mal à aller expliquer sur les plateaux qu'il va falloir rembourser la dette. Vous avez toujours un collègue pour vous expliquer que mais non, la dette c'est rien du tout, c'est un jeu comptable. Non, c'est pas absolument. C'est drôle. On veut faire de l'inflation en Europe et ça ne prend pas. Vous allez quand même rembourser autour de 45 milliards par année. Oui, déjà. Mais on emprunte pour rembourser. Vous connaissez la pyramide de Ponzi, n'est-ce pas? Madame, vous vouliez poser une question? Oui, je voulais aller dans le sens qui vient d'être dit. Il y a quand même il y a un organisme qui est censé faire un peu un contre-pouvoir, c'est la Cour des comptes, mais qui fait des superbes rapports très instructifs et très vrais, mais aucun pouvoir de sanction, rien. On ne lui donne aucun pouvoir alors qu'il pourrait, s'il y avait un pouvoir de sanction, avoir un effet bénéfique sur toutes nos grandes entreprises publiques qui, évidemment, marchent mal. Vous avez tout à fait raison. Alors, tout à l'heure, d'ailleurs, je voulais, vous avez prévu dans ma réponse, de dire du bien, justement, de la Cour des comptes. Parce que, pour montrer que les hauts fonctionnaires sont capables aussi de recul critique. Et la Cour des comptes fait des rapports tout à fait excellents, avec des critiques qui sont frappées au point du bon sens et qui vont très très profondément. Et il y a quelques temps, je crois, là, on avait participé ensemble à ce travail sur justement l'idée de l'évaluation des politiques publiques. Et une de nos recommandations, c'était de faire comme en Angleterre, d'avoir un National Audit Office, et de rapprocher la Cour des comptes. D'ailleurs, ça s'est vraiment discuté à cette époque-là. Ils ont hésité, puis finalement Nicolas Sarkozy n'a pas voulu. Mais l'idée était de rapprocher la Cour des comptes du Parlement, de les mettre au service du Parlement, et de faire que cette Cour des comptes soit
on travaille avec les parlementaires justement pour aller, on pourrait dire, débarquer dans les administrations, faire des audits et puis arriver à avoir un pouvoir, on pourrait dire, qui ne soit pas seulement un pouvoir de recommandation. Vous allez remettre en grande pompe, le premier président remet en grande pompe son magnifique rapport qu'on enterre le soir même. Donc c'est vraiment dommage et moi je suis pour une montée en puissance de la Cour des comptes. Oui, alors les rapports de la Cour des comptes, moi je me suis intéressé aux réponses faites à la Cour des comptes de l'enseignement supérieur. Quand même des modèles de sophisme qui montrent bien c'est cause toujours. Rien à faire des rapports de la Rien. Oui, mais c'est Rien. rien. On a mis un obscur. Oui, oui, Mathieu, on a une dernière question. Envoyé là-dessus, c'était dans le programme de l'UMP en 2007. Exact, qu'il n'a jamais fait. On avait une lettre signée de Nicolas Sarkozy disant qu'il allait le faire. C'était écrit dans le programme. C'est très étrange, il l'a pas fait, c'est très bizarre. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour deux raisons. Il a dû oublier. Non. Il y avait un conseiller qui s'appelait Guénaud, qui était de la Cour des comptes, et il y avait un président qui s'appelle le premier président de la Cour des comptes, qui était Séguin et qui était très opposé à ça, parce que l'ensemble, vous allez peut-être le confirmer, l'ensemble des fonctionnaires de la Cour des comptes se considèrent comme des magistrats indépendants et ils ne voulaient pas dépendre du Parlement. Absolument. Mais c'est un système qui fonctionne très bien en Angleterre, puisque même le prédécesseur, Jock, était allé voir en Angleterre comment ça se passait. Il était revenu en disant il faut que nous fassions la même chose que les Anglais. Bien sûr. Absolument. Excusez-moi. Je trouve excellent les différentes réflexions que j'ai entendues. Par exemple, quand on a parlé de 4 000 € pour un salaire de maire, vous avez dit que c'était rien. Pour l'essentiel des Français, 4 000 € par mois, c'est un salaire substantiel. Mais quand vous êtes maire d'une ville de 50 000 habitants, vous avez plus de 1000 employés. Oui, mais quand vous dites que c'est rien, c'est une provocation par rapport à l'ensemble des citoyens. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui gagnent 2500, 3000 €, 3500 €, 4000 €. Beaucoup de commerçants, chefs d'entreprise, qui ont des responsabilités, ne gagnent pas ça. Récemment, j'étais avec les Républicains, et ils se sont aperçus que ceux qui votaient à droite, c'était pas les bobos du 12e, du côté de la de la place de la Bastille, mais ceux qui votaient à droite, c'était ceux qui étaient dans les logements sociaux de périphérie. Donc le peuple, indépendamment des choses, c'est un ami qui m'avait dit ça à une époque, très bien que l'État prend aux uns pour redonner aux autres en prenant sa commission au passage. D'accord. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour le comprendre. Non. La réflexion comme quoi les citoyens ne comprennent pas du tout comment ça fonctionne. Excusez-moi, mais je pense que beaucoup de gens comprennent comment ça fonctionne. De la même façon, par exemple, pour les logements sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont en clientèle, qui veulent un logement social bien placé. D'accord? Mais beaucoup de gens qui ont peu de moyens, leur rêve, c'est de sortir du logement social. Donc ils admettent aujourd'hui qu'il y a des dépenses pour des logements sociaux. Pour des gens... Excusez-moi, on a presque plus de temps. Est-ce que vous avez une question précise? Sinon, on prend une autre question rapide. Pourquoi ne vous attaquez pas à la dépense publique en disant que c'est la corruption et que dépense publique égale corruption et que l'ensemble du système est un système de corruption et de perversion, et que l'ensemble du système actuel est de la corruption. Moi j'essaie d'être un peu plus nuancé, une vieille habitude universitaire. Il y a des phénomènes de corruption, il y a des phénomènes de prédation. Il y a des moments où l'État utilise son pouvoir de violence légitime pour prendre illégitimement le bien des propriétaires légitimes, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas systématiquement le cas, et ce n'est pas le cas, en tout cas de mon point de vue, de l'État en lui-même. Voilà, je ne fais pas de l'État un voleur absolu, je ne suis pas peut-être le plus libéral d'entre vous ici, effectivement, c'est sans doute triste, mais voilà, je pense que parfois l'État a de grandes utilités, je pense malheureusement qu'on le laisse beaucoup trop dériver. Voilà, c'est toute ma théorie, c'est qu'on le laisse beaucoup trop à volo, au sens propre, je sais pas, on le laisse aller, et c'est là qu'il fait n'importe quoi, il devrait être beaucoup plus tenu avec des rênes courtes, comme on dit.
Voilà. Je propose qu'on conclue avec cette belle phrase extraite de ce livre. Le vrai drame n'est pas l'existence de l'État, mais le fait de le laisser libre, de s'égayer comme un cheval fou dans le champ social, ravageant par ses folles prétentions et sa naïve fatuité nos libertés individuelles. Et je propose qu'on s'arrête ici et qu'on remercie notre intervenant. Merci, Monsieur Babot. Merci.